Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Presse Club qui vous reçoit, qui reçoit des journalistes des renom sur ce plateau. Nous allons analyser l'actualité qui reste dominée par la sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Est-ce démonstration des forces ou mobilisation générale pour réélire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour un deuxième mandat? Eh bien, c'est l'heure de leur droit. L'Union sacrée était au stade de martyrs. Nous en parlons. Ils sont encore au stade de martyrs pendant qu'on y est. Nous allons aussi aller dans la province de Lualaba pour parler un peu de cet incendie qui a ravagé l'école Mwanga avec 132 cas enregistrés parmi les élèves et une fille a perdu la vue jusque-là et nous allons, n'est-ce pas, en parler pour parler un tout petit peu de la viabilité de nos écoles, surtout en province qui deviennent de plus en plus vétustes. Il faudra donc que le gouverneur puisse s'activer, surtout avec les programmes de 145 territoires, un programme qui arrive à point nommé pour, n'est-ce pas, sauver la République démocratique du Congo, moderniser les infrastructures. L'IGF a rendu son rapport en faisant état de plusieurs millions de dollars américains que l'État congolais perd chaque mois dans la fonction publique, dans l'armée, les forces de sécurité, des doublons, des personnalités qui touchent dans plusieurs administrations. Eh bien, l'IGF a rendu son rapport. Sur ce plateau, je suis avec Siméon Isako, Cache-Info. Siméon Isako, Cache-Info, merci d'être là, bienvenue. Merci beaucoup Crispin. Cache-Info, qui veut dire centre d'analyse stratégique. Voilà. Centre d'analyse stratégique, oui. Cache-Info. De l'information, voilà. Cache-Info. Merci de l'invitation. C'est un honneur c'est à nous, hein, parce que toujours disponible. De revenir pour la deuxième fois. À cette émission, c'est un deuxième numéro. J'ai aussi l'honneur de participer, donc merci. Merci à vous de nous prêter les béquilles. Hein. Merci. Je crois que nous allons passer un bon moment d'antenne ensemble avec mon co-débatteur. Fierté d'Inanga, que nous profitons de l'occasion pour souhaiter bienvenue sur ce plateau pour la première fois. Fierté d'Inanga, bienvenue. Merci. C'est un honneur. Je crois que pour le deuxième numéro, c'est vous qui nous honorez et nous sommes au devoir de la République pour crever l'abcès sur des questions qui semblent être très compliquées. Je salue la présence de mon frère en face. Je crois que nous allons passer des très bons moments. Alors, libre opinion, je vais accorder la parole à Isako Siméon. La République démocratique du Congo, 2023, c'est une année électorale. La CENI s'est dit être prêt à pouvoir organiser des élections. Est-ce que vous pensez que la RDC saura organiser des bonnes élections? Parce que nous avons vu la CENI faire une sortie médiatique en confirmant qu'il y aura élection. Mais de l'autre côté, l'opposition pense qu'il n'y aura pas élection. Et on se rabat sur les dires du chef de l'État qui, devant Macron, l'avait dit, la situation sécuritaire de l'Est est délétère. Doit-on organiser des élections avec une partie qui est sous occupation des forces étrangères? Je pense que ce n'est pas l'opposition qui organise les élections dans notre pays. C'est la CENI qui est l'organe organisateur des élections dans notre pays. Et si l'organe organisateur des élections nous confirme qu'il va organiser les élections, je ne vois pas pourquoi nous allons remettre cela en cause. À ce jour, disait le président de la CENI, le gouvernement a déjà déboursé plus de 500 millions de dollars. 500 millions 500 millions de dollars. Donc il ne reste plus que quelque chose de 500 millions autres. Et donc, nous espérons que le gouvernement va pouvoir s'acquitter de son devoir dans les mois qui suivent. Donc, tous les indicateurs nous démontrent que les élections auront bel et bien lieu dans les temps
le timing imparti par la Constitution. Que l'opposition nous dise qu'il n'y aura pas des élections, bon, peut-être ce sont des... L'opposition est partie prenante au processus. Oh oui, mais ce sont des fonds fuyards, partie prenante, mais ils n'organisent pas les élections. C'est la CENI qui organise les élections. Ce sont des alibis comme ça qui sont en train de chercher parce qu'ils ne sont pas prêts, comme je l'ai toujours dit. Vous pensez que l'opposition n'est pas prête à... L'opposition n'est pas prête. Et l'Union sacrée va gagner les élections. L'opposition n'est pas prête pour pouvoir compétir. Mais quand on parle de l'Union sacrée a démontré aujourd'hui sur Kinshasa qu'elle est prête à gagner ces élections. Je crois que c'est un sujet que nous allons aborder tout à l'heure. Voilà. Mais en parlant des élections, il y a un aspect très important que nous, Congolais, nous négligeons. Et moi, je pense que nous devons aborder cet aspect sans gants, sans parti pris. Ça veut dire qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité, qu'on soit de la société civile proche des... Nous devons parler de cet aspect de l'audit du fichier électoral. N'oublions pas que l'audit du fichier électoral doit être fait par l'OIF. Et nous connaissons tous qu'à ce jour, l'OIF n'est pas neutre. Nous n'avons qu'à voir avec la situation sécuritaire dans notre pays. Quelle est la position de l'OIF par rapport à la situation sécuritaire dans notre pays? L'OIF n'a jamais condamné le Rwanda. L'OIF n'a jamais dit que c'est le Rwanda qui nous agresse. Alors que, dans les principes de l'OIF, dans les règlements de l'OIF, l'OIF est là aussi pour promouvoir la paix entre les pays qui composent les pays membres de l'Union. Les pays membres qui composent cette organisation. Mais l'OIF n'a jamais, je vais dire, dénoncé les Rwandais. Mais qui est à la tête de l'OIF? C'est Mushiko Wabo, citoyenne rwandaise. Et donc, il convient de dire que, selon des informations à notre possession, l'OIF, avec Mushiko Wabo en tête, est en train de préparer un coup contre notre pays. Parce que sur le plan sécuritaire, ils sont en train pratiquement d'échouer. Quand j'ai dit ils, ça veut dire que les régimes Kagame, son pays et tous les partenaires, ils sont en train d'échouer. Et maintenant, ils veulent nous déstabiliser sur le plan démocratique. Parce qu'ils savent que quand on touche à la démocratie en RDC, tous les politiciens s'élèvent. Sur le plan démocratique, ils ne s'accordent pas. Alors, ils sont en train d'organiser ces plans-là pour que la délégation de l'OIF qui viendra auditer les fichiers électoraux puisse, peut-être à la fin, dire que les fichiers sont corrompus, les fichiers n'est pas propres. Avec ces fichiers, les Congolais ne peuvent pas aller aux élections. Nous savons déjà qu'ils s'amènent dans notre pays avec des conclusions en poche. Conviendrait avec moi qu'il y a eu des années dans ce pays où on est passé l'élection de 2011, 2006, vous n'allez pas me contredire, même celui de 2018, qu'il y a eu une partie de la République qui n'avait pas voté, qui a été récupérée par la suite. Ici, nous avons besoin de protéger l'intégrité de notre pays. Voilà pourquoi l'opposition s'étant voulue comme l'antichambre du pouvoir. Dans d'autres cieux, c'est une force de proposition. La nôtre ne se substitue pas en force de proposition, elle devient une agresseur. Ok? Et qu'est-ce que nous nous disons? Si réellement nous voulons que le Congo, après Félix Tshisekedi, après moi et mon frère sur ce plateau, que nos enfants appellent le Congo demain, les pays devenus démocratie, donc nous devons aujourd'hui mettre des verrous pour que la situation congolaise soit gérée par le Congolais et avec des propositions qui tiennent la route. On parle de l'OIF. Je suis en train de comprendre. C'est pourquoi nous, Congolais, nous devons ouvrir l'œil. Elle est bonne. Nous devons être vigilants par rapport à cette question. Voilà, je vais revenir. Parce que c'est l'OIF qui vient auditer notre fichier, l'OIF dirigé par Mushiko Wabo, une Rwandaise. Nous devons être regardants. Que l'OIF ne vienne pas nous diviser par rapport à cette question. L'OIF ne doit pas dicter... Que l'OIF ne vienne pas nous diviser et nous dicter ce que nous devons faire. Sa position à l'État. Parce qu'il s'agit d'une question de la souveraineté, nous devons être soudés. Opposition ou majorité. Il ne faudra pas que les moments venus... Mais l'opposition présente des préalables. Alors, si nous devons nous diviser à cause des conclusions
de l'OIF, nous devons brader notre pays, la souveraineté de notre pays, à cause des conclusions de l'OIF. Donc, dans ces cas, on doit comprendre qu'on n'est pas appelé à diriger ce pays demain. Voilà, merci beaucoup. C'était là votre point de vue en rapport avec Libre Opinion. Question d'actualité en rapport avec les élections dans notre pays. Alors, Dinanga. Merci beaucoup de cette question. Je crois qu'elle est très pertinente, qu'il faudrait l'aborder avec une préoccupation de l'équilibre. Dans notre communication, il faut toujours mettre l'âme d'État, parce que le Congo est notre bien commun. Et nous avons convenu par une constitution qui reste une volonté de vivre ensemble. Dans la dite constitution, il y a une place de la CENI, qui est une structure d'appui à la démocratie. Dans la disparité de responsabilités des institutions, nous devons respecter l'indépendance de chaque institution. La CENI a eu à travailler sur la question. Elle a montré noir sur blanc qu'il y aura bel et bien la tenue des élections. Alors, les politiques veulent marchander avec les verbes du chef de l'État lors de Macron. Il faut y préciser quelque chose. Les Léviathans, c'est une force, c'est un pouvoir. Les Léviathans, c'est le pouvoir, c'est l'État. Et aujourd'hui, qui est représenté par l'institution sacrée. Et nous devons respecter la sacralité de cette institution parce qu'elle juge l'importance et la nécessité. Cette institution représentée par Félix Tshisekedi. Lorsque Félix Tshisekedi parle devant Macron pour dire que nous ne verrons pas comment nous pouvons procéder avec le processus électoral si une partie de la République est touchée. Cette expression porte l'âme d'État et un cœur sensible à la condition humaine, comme dit-on dans la philosophie du langage, tout est langage. C'est un message adressé à nos agresseurs et au monde, que vous ne pouvez pas continuer à nous agresser et puis vous ingérez dans la situation du Congo. Et les gens ont trafiqué cette communication. Mais nous sommes là. On n'est pas là pour tricher, comme vous le dites. Mais nous avons le peuple de notre côté. Aujourd'hui, il est clairement établi que Kinshasa devient le premier bastion de l'union sacrée de la nation. Avec le stade des martyrs? J'ai dit que la ville était... quand même, Kinshasa, c'est... La ville était... Plus de 11 millions d'habitants. J'ai dit que la ville était paralysée. La ville était paralysée. Les gens ont commencé à aller vers le stade des martyrs déjà à partir de 6 h du matin. Ça prouve déjà qu'il porte à cœur l'homme de Tshisekedi. Parce que la ville était paralysée, ça prouve que les Kinois ont décidé d'apporter leur soutien à Tshisekedi. Et donc, Kinshasa devient le premier bastion de l'union sacrée. Et j'aborde dans le même sens que mon frère. Écoutez, on ne peut pas se voiler la face. Il faut qu'on enlève les gants, il a dit. Donc, ça veut dire qu'il y a un sujet rwandais qui est à la tête de cette institution, mais qui se veut venir auditer le Congolais pour une question des élections liées à leur propre indépendance. Non, ça ne peut pas se passer. Nous savons que c'est une menace. Parce qu'aujourd'hui, à plate couture, le Rwanda a été battu sur le plan diplomatique. Sur le plan militaire, on est en train de faire face et la diplomatie congolaise sous Félix Tshisekedi est anticipative. Tout ce qu'ils peuvent poser comme acte, on a toujours un pas en avance. Je crois qu'à côté de tout ça, vous conviendrez avec moi que la seule situation qui s'impose ici, c'est la vigilance du peuple congolais et politiciens de la majorité ou de l'opposition. Nous devons aujourd'hui porter la casaque d'État. C'est-à-dire que ne pas venir sur un plateau de télévision pour dire que je défends mon camp. Aujourd'hui, le camp que nous devons défendre, c'est le Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État l'avait dit dans un discours, que l'histoire change, que nous devons tous faire partir du bon côté de l'histoire. Merci beaucoup, Fierté Dinanga. Cette fois-ci, nous allons prendre notre grand dossier. C'est l'incendie qui s'est déclaré au lycée Mwanga. Nous sommes là dans la province de Lualaba. 130 cas enregistrés. Et cette semaine, la fin de cette semaine, une fille a perdu la vie après avoir succombé de ses blessures. Nous suivons d'abord cet élément. On revient pour la suite.
Et donc il n'y a pas eu de mort, il y a eu des cas de suffocation, il y a eu des cas de traumatisme ou de fractures, mais les enfants qui ont été touchés ont déjà été pris en charge. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention de plusieurs compagnies sur place et les origines ne sont pas encore connues. La SNEL a été requise par les autorités locales pour contribuer à l'enquête et un dossier a été ouvert au parquet. Voilà ce que nous pouvons dire à ces sujets. Nous pourrons évidemment y revenir dans les forces de détail quand nous les aurons des autorités provinciales du Lualaba. Et donc les messages importants, c'est de dire qu'il n'y a pas eu de morts et que la situation a été prise en charge, l'incendie et ont été maîtrisés. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Fierté d'Inanga, vous venez de suivre ces images qui font froid au dos, ces enfants qui sautent dans les vides, fouillant le feu qui s'est déclaré dans cette école, la viabilité de nos écoles. On en parle aujourd'hui. Je fais la province, plusieurs provinces, les écoles sont dans un état de délabrement très, très avancé. Et aujourd'hui, c'est le Lualaba qui paye le frais. Ces filles qui sautent, qui se blessent. Jusque-là, l'enquête n'a pas encore élucidé les raisons de cet incendie, mais il y a eu mort d'homme, une fille a perdu la vie. J'aborde cette question avec des larmes dans la voix. Je compatis avec la famille ou les familles des victimes. Et je m'interroge, en tout cas. Je dis, est-ce que dans cette province, y a-t-il une autorité qui gère cette province? Ça, c'est une question. Et je réponds à cette question pour dire qu'au regard de ce qui s'est passé, nous savons que gouverner, c'est prévoir. Madame Fifi Masuka est en train de briller par une incompétence notoire. Vous savez, quand je dis que gérer, c'est prévoir, le chef de l'État a lancé un projet. Je salue le président de la République. Le développement des 145 territoires. C'était une file qu'on a donnée à tous gestionnaires des provinces, parce qu'ils sont les représentants du chef de l'État dans leur province. Ils devraient avoir une gestion anticipative. Lorsqu'on regarde l'état de la vétusté de ce bâtiment, nous disons carrément que Madame la gouverneure dort. Elle est en train de dormir à la place de gérer une province. Je suis anti-séquéliste, je m'assume. Et je dis ceci, lorsque la vision du président de la République est celui de reconstruire le Congo, la file doit être conduite à tous les niveaux par ses représentants. Mais écoutez, aujourd'hui, dans cette institution... On ne peut pas prévoir l'incendie. Non. On ne peut pas prévoir l'incendie. On ne prévoit pas l'incendie, mais l'on projette à travers des enquêtes, à travers la monitoring, de voir les institutions qui sont viables et qui ne le sont pas. Voilà pourquoi il y a eu dans des coins où on arrive à bloquer des institutions qui ne sont pas viables pour empêcher, prévenir les incendies. Donc ça veut dire que Mme Fifi Masuka... On doit construire de nouvelles écoles. On doit... Écoutez, messieurs les journalistes, lorsqu'on a parlé des 145 territoires, ça veut dire que c'est un projet qui est détourné par les chefs de l'État, qui devrait avoir la file en province par ses représentants. Et donc, comme il y a d'autres bâtiments qui existent déjà, comme ce qu'on a vu, et que vous remarquez qu'il y a l'État vétuste, qu'est-ce que vous faites? Vous arrivez sur place à travers vos services pour pouvoir donner la vie à ce bâtiment, parce que les enfants y fréquentent tous les jours et l'avenir de ces enfants en dépend. Et lorsque vous laissez que ça arrive jusqu'à ce point-là, nous disons, Madame la gouverneure, est-elle dans cette province pour la beauté des yeux ou pour travailler au profit des enfants de ce coin? Mais moi, c'est la province la plus riche. Je dis, j'en arrive. J'interpelle au chef de l'État pour lui dire, parce qu'il est le garant de la nation, celui qui voit, qui juge l'importance et la nécessité. Lorsqu'il y a un coin où il ne reçoit pas de l'accompagnement, il faut les mesures qui s'imposent. Le Lualaba, c'est une province qui produit, parmi les provinces congolaises, c'est le Lualaba qui produit beaucoup d'argent. Mais cet argent va où? D'ailleurs, je sais qu'il y a une matière de retenue à la source. Mais écoutez, si vous retenez à la source, vous n'avez pas l'envie de pouvoir aider les vieilles constructions pour les mettre à jour afin de permettre l'éducation des enfants. Si c'était une terrasse ou un bar, j'allais dire, ben écoutez, c'est un bar, ça ne sert pas à la nation.
mais une institution de l'éducation. Je crois que ça garantit la vie de l'avenir. Donc, on doit mettre l'œil et le bon pour pouvoir permettre que cette institution vive. Donc, Madame Masuka brille par l'absentéisme, que je ne sais pas dire ce nom, mais nous ne cesserons pas de le dire. On va interpeller les chefs de l'État. Donc pour vous, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Quant aux incendies comme ça veut dire qu'il y a absentéisme. Vous savez, même s'il y avait adaptation avant le début de l'incendie, on ne verrait pas les enfants sauter comme on le voit des jeunes filles. Moi, j'ai mal au cœur, j'ai une fille. Quand je vois comme ça fait très mal. Ces enfants seront mais torturés moralement toute leur vie avec ce qui s'est passé. Pourquoi la gestion du gouvernorat n'a pas anticipé? Plusieurs élèves qui ont été traumatisés. Traumatisés et blessés. Aujourd'hui, il faut mettre à leur disposition des réparateurs psychologiques. Des réparateurs psychologiques. Pourquoi les services du gouvernorat n'ont pas anticipé quand ils ont senti le besoin de venir à l'aide? Mais selon les informations, là, le gouvernement provincial a pris en charge tous ces enfants qui étaient victimes. Oui, c'est dans l'État-providence. Hein? Donc ça s'appelle, en outre, pour la gestion de Madame Masuka, c'est du saupoudrage. Après qu'il y ait consommation d'un fait macabre comme ça, vous dites que vous prenez en charge. Ce n'est pas un don, c'est un devoir d'un État-providence. Alors, on va accorder la parole à Simon Isako. Ces images qui choquent les enfants qui sautent dans les vides. Il y a eu mort d'homme, une fille a perdu la vie. Pour Dinanga, il faudrait qu'il y ait suivi, qu'on puisse relayer la vision des chefs de l'État avec le programme des 145 territoires. Les gouverneurs doivent avoir un plan pour réhabiliter des écoles, les infrastructures. Je commence d'abord par présenter mes condoléances les plus attristées à la famille des illustres disparus. J'ai aussi une fille. Je sais ce que ça fait que de perdre un enfant. À cet âge-là. À cet âge-là, en tout cas. Je vais un peu essayer de relativiser des choses, contrairement à Fierté Dinanga. Fierté. L'incident n'avait pas été prévu. Personne n'a voulu que l'incident arrive. Personne n'a voulu que ça arrive. C'est un accident, ça arrive comme ça. Mais néanmoins, il faut dénoncer la négligence. Oui. La négligence des autorités. Si vous suivrez de près, je ne sais pas si on a ouvert les enquêtes, mais si on ouvre les enquêtes, à l'issue des enquêtes, on vous dira peut-être qu'il y avait deux câbles de la SNEL qui ont fait ça, ça a circuité quelque chose, et voilà, il y a eu court-circuit, voilà, patati patata. Des câbles d'Enidé qui étaient quelque part. Des câbles d'Enidé. On suppose. On suppose, mais ça sera ça, la fin des enquêtes, les conclusions de l'enquête qu'on va diligenter. Ça prouve qu'il y a une négligence dans les chefs de nos dirigeants. Fierté a dit quelque chose d'important. Les lois là-bas, c'est parmi les provinces les plus riches de notre pays. Combien les lois là-bas produisent? Les lois là-bas, c'est une province, je ne sais pas, tout le monde va aux lois là-bas. Ce qui reste d'abord, ce qui reste dans la caisse du loi là-bas, c'est combien en termes de pourcentage? Oui. Qu'est-ce que Fifi Masuka en fait? Qu'est-ce qu'elle en fait? Oui. Elle attend que Kinshasa puisse reconstruire, puisse réhabiliter. Qu'est-ce qu'elle en fait? Mouya, j'ai parti. Mais qu'est-ce qu'elle lui fait de la province? Qu'est-ce qu'elle fait de la province? C'est la principale question que nous devons nous poser. Nous devons nous poser cette question. Nous ne devons pas être complaisants. L'Assemblée provinciale doit voir clair. Qu'est-ce que Masuka fait? Comment elle dirige la province? Est-ce qu'il y aurait une motion contre le gouverneur par l'Assemblée provinciale? Encore que nous savons que la plupart des assemblées provinciales de notre pays sont placées dans des poches de gouverneurs. Nous devons nous le dire comme ça. Je partage la vie. Pour une province aussi riche comme les lois là-bas, et donc nous ne devons pas espérer à une motion ou à une motion parlementaire. Ça va passer comme ça. Ce sont des caisses de résonance. Ce sont des caisses de résonance. Mais les autorités, au niveau de Kinshasa, doivent chercher à savoir ce que Madame Masuka fait avec l'argent de
la province, tu l'as là-bas. Est-ce que cet incident met à nu la gestion de Fifi Masuka? L'incident met à nu la gestion des Masuka, mais aussi l'incident met à nu le fait que le ministère de l'Intérieur, au niveau national, a pendant plusieurs années négligé cette question des sapeurs-pompiers. On en est où? Ah, ils sont tout en grève. À Kinshasa, est-ce qu'en province, ils existent? Il faut seulement aller à côté de la primature pour voir à quel état leur bureau se trouve. Tu vas comprendre que c'est un service négligé de l'État. Ils ne sont pas considérés. Et pourtant, ils jouent un rôle majeur dans la société. Après combien de temps ces élèves ont été secourus? Ouais. Après combien d'heures? Combien d'heures? Après combien d'heures? Si elles ont décidé de commencer à sauter, de se sauver d'elles-mêmes, c'est parce que le secours n'était pas venu. Si le secours était venu à temps, ces élèves n'auraient pas décidé de commencer à sauter. Quand on voit la province, c'est quand même une province qui est jonchée de plusieurs entreprises minières. On doit se dire que ces entreprises ont des structures pour venir en aide en cas d'incendie. Mais pourquoi on n'a pas fait appel même à ces entreprises-là? Mais c'est ce que nous disons. Ça voudra dire que les services de l'État ne sont pas organisés au niveau provincial. C'est ce que ça veut dire. Et après, on a vu le maire de la ville aller visiter les victimes et dire par après qu'on va prendre en charge. Mais ça, c'est se moquer des Congolais. Ça, c'est se moquer des Congolais. Ça ne suffit pas. Les Congolais ont besoin d'étudier dans de bonnes conditions. Ils ont besoin de vivre dans de bonnes conditions. Votre aide, l'aide vient après que nous soyons tombés des victimes. Je vous mets une Et donc pique. ça ne sert à rien, cette aide. Elle va servir à quoi? Pour cet étudiant, cet élève qui est décédé. Voilà. L'aide va servir à quoi? Je vous mets une pique pour dire que Oui, Dinanga. il y a l'absentéisme de la politique publique provinciale. Lorsque vous parlez des partenaires qui ont des carrés miniers, qui travaillent, donc ça veut dire que, c'est comme je l'ai dit, les léviathans provinciaux ne fonctionnent pas. Ce pouvoir-là est là pour la beauté des yeux. Et Mme Masuka reste dans le suiviste de contrat. Alors, pour je pouvoir... pense que cet incident doit réveiller les autorités provinciales de pouvoir... Non, ça doit d'abord commencer à réveiller le ministère de l'Intérieur national. Pourquoi? Parce que c'est l'Intérieur qui gère les provinces. Donc, il doit y avoir... Édicter un programme d'action. Il doit y avoir les dictats de ce ministère qui reposent aussi sur les dictats des environnements. Comprendre les besoins du province et puis y mettre une politique publique, ce qu'on appelle en outre une manuel de procédure qui va permettre que la province puisse fonctionner et aussi éviter ce genre de cas. Vous savez, aujourd'hui, nous disons que la gestion des Masuka est mise à nu. C'est vrai. Après ceci, après les enquêtes, comme mon frère l'a dit, je crois qu'il y aura des révélations de beaucoup de choses. Mais nous qui se sommes engagés pour la vie de la République, parce que nous disons que Félix Tshisekedi représente une institution. Au regard de la sacralité de cette institution, il peut passer, mais l'institution doit rester sacrée. Et moi, personnellement, je ne ferai pas des personnes qui regretteront Félix Tshisekedi. Je l'accompagne. Voilà pourquoi, quand il y a une personne qui pose l'acte, qui n'aide pas un seul secteur de la vie nationale, nous avons le devoir de se tenir debout et d'interpeller le président de la République et de dire que Mme Masuka, si elle est incompétente au regard des réalités que nous vivons, qu'est-ce que nous pouvons dire? Elle a l'obligeance de la démission. Et je sais même qu'il y a eu un moment où l'Assemblée provinciale, qui était d'ailleurs une caisse de résonance, a soulevé la question liée à l'organisation des élections, parce que ça reste une lettre morte après le départ de Mouyège. Mais la question est où? La question est où? C'est ça, voilà. On en parle comme... Mais je ne pense pas que ça relève de l'Assemblée nationale. Non, provinciale. L'Assemblée provinciale, c'est une question qui relève de la CENI. C'est 15 jours après qu'on doit organiser les élections. Donc nous devons poser la question à la CENI 15 jours après, où en sommes-nous avec les élections de gouverneurs en province. Mais aussi, l'Assemblée provinciale doit émettre les besoins. Voilà. Beaucoup de questions qu'on soulève par rapport à cette incident. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Masuka a en quelque sorte mis l'Assemblée provinciale dans son sac. Voilà. Dans son sac. Voilà. L'Assemblée provinciale réfléchit selon
que Masuka veut les souhaite. Voilà. Voilà, C'est comme ça, elle est derrière les contrats miniers. Au-delà de tout ça, elle s'intéresse pas des infrastructures en province, elle s'intéresse pas d'autres aspects de la province. Bon. Elle, c'est les mines. minerais. Il faut signer des contrats. Ouais. Il faut aller à l'extérieur tout le temps. Mais elle est tout en partie. Elle est tout en partie. Tout le temps, n'est-ce pas, seulement parti, mais tout le temps ici à Kinshasa. Moi, je me pose la question, mais qu'est-ce que vous faites à Kinshasa sur la vie des provinces? merci beaucoup. On va Kinshasa, changer. c'est pas son entité. Son entité, Non, c'est les lois c'est les lois là-bas. là-bas. Au-delà de tout, nous regrettons la mort de cette jeune fille qui est partie comme ça à cause de cet incident. Cette fois-ci, nous allons prendre un autre élément, un grand dossier. Faisant suite aux démarches du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, l'UGF a mené des enquêtes et constat fait, plusieurs millions de dollars sont volatilisés dans la caisse de l'État. On ne retrouve rien. C'est dans le poche des gens et qui se retrouvent avec 4 salaires par mois. Qui vole qui? Les Congolais volent l'État. Suivons cet élément. Un véritable travail de fourmi qui a pris une année et les secrets découverts font juste froid au dos. L'Inspection générale des finances a rendu public les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une réunion tenue ce jeudi 27 avril devant les responsables de la paye des différents services de l'État, notamment les forces armées de la République, la police nationale congolaise, le CECOP et les secrétaires généraux de l'administration publique. De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paye avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du Budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste des CECOP et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient d'ouvrir l'inspecteur général chef de service Jules Linguete. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais. Pour l'IGF, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. Eh bien, les fraudeurs devront être mis à la disposition de la justice. Fierté Dinanga. Merci beaucoup de la pertinence de la question. Je crois qu'il faut être trop rationnel quand on l'aborde parce que la vie financière en dépend. Il faut vraiment aborder avec une préoccupation. Moi, je suis écœuré de voir ce système que la gestion passée nous a imposé. Ça, c'est le résultat d'un système. Le Congo était dans un système où il fallait des personnes avérées, engagées pour pouvoir dénoncer ou mettre sur la table une discussion comme ça, afin de promettre la vie de la République. Je commence d'abord par saluer le fait que le président de la République avait senti la nécessité de spécialiser l'IGF pour lui donner une mission illimitée. C'était pour le bien de la République. Et à côté de ça, il y a le choix des animateurs qui est très important, dont Jules Linguete, qui jusque-là fait ses preuves et avec les actions sensibles à la condition humaine. À côté de tout, je salue une initiative du ministre Jean-Pierre Liao. Les gens peuvent tout dire, hein? Le ministre reste et comprend une réalité. Il s'est dit,
En tout cas, il y a des choses qui me passent. Parce que chaque humain est limité. Le ministre dit il y a des choses qui me passent. Mais parce qu'il y a une institution spécialisée, le ministre Liaou, un homme d'État, fait une démarche, un pas vers l'IGF. Pose le problème. Il dit, je sens qu'il y a des choses qui me dépassent. Parce que vous avez cette mission-là, venez nous auditer pour contrôler et savoir où sont logés l'argent de la République, parce que le Congo en a besoin. Et l'IGF remplit sa mission. Discute avec les ministres et la mission commence. Mais les choses qui sont relevées sont vraiment macabres. On nous parle ici de 145 604 agents qui disposent de numéros matricules fabriqués. Fabriqué, ça veut dire quoi, papa? Fantaisiste. Quelqu'un, chez lui, il fabrique les noms des gens, il les met en ligne, et à la fin du mois, c'est cette personne qui va prendre l'argent. Ça, c'est vraiment écœurant. Bravo à Gilles Alinguetti. On nous parle de 53 328 agents qui ont des numéros matricules dans le même fichier, mais avec des mêmes noms. Là-bas, les mêmes noms. De l'autre côté, les mêmes noms. Papa, on quitte de là, on nous parle de 93 356 agents payés qui portent un même numéro matricule avec d'autres agents. Ça fait mal. On quitte là, on nous parle de 43 725 agents qui sont payés par leur nom sur des listes non, ils ne sont pas sur les listes déclaratives, mais ils sont payés. Ils ne sont pas déclarés, ils ne sont pas connus, mais ils sont payés. Enfin, on finit par 961 personnes qui sont agents de la paye. Ce sont eux qui payent. Mais ils se retrouvent sur différents ministères en train de gagner l'argent de la République. Et la démarche de Jean-Pierre Liaou, qui est répondue automatiquement et techniquement par Gilles Alinguetti, les langues s'élèvent. Moi, je dis, mais écoutez, vous vous levez, vous commencez à indexer. Non, le problème n'est pas Jean-Pierre Liaou. Le problème, c'est le microcosme fonctionnel qui semble être corrompu. Mais parce que l'IGF, dans sa mission, a donné ce rapport, qu'est-ce qui s'ensuit? L'inspecteur général des finances a dit que j'ai fait mon rapport, je le donne acquis des droits. Mais ce qui s'ensuit, ça sera un contrôle physique de l'IGF qui va envoyer des agents bien formés dans différents ministères pour voir un agent, tu viens avec ta carte, on te code. Et déjà, il y a l'identification biométrique qui a été lancée par les VPM de la fonction publique. Oui. C'est une anticipation sur le recadrage du fichier des agents. On doit quand même, à un point, sur Internet, taper un nom si tu es agent de la République, du fonction publique, on te retrouve. Et la mission qui va suivre ce rapport, ça sera une mission du contrôle physique. Et je dis à tout le monde que Alinguetti n'est pas un gendarme militaire. Jules Alinguetti fait un travail de contrôle axé sur 3 temps. Il travaille en amont, en aval et commitantement. Le rapport qui est arrivé, c'est un travail en amont. Ça veut dire qu'après la discussion de la demande du VPM Liao qui a demandé, les gens doivent savoir que c'est le VPM Liao qui a demandé que Jules Alinguetti puisse venir enquêter. Alors nous allons prendre d'abord ces tweets avant de continuer, d'accorder la parole à Siméon Isako qui s'agite déjà parce qu'il a beaucoup d'éléments à donner là-dessus. On va prendre ces tweets et revenir. On va lire ces tweets en direct, hein, s'il vous plaît. On va prendre ces tweets et puis ces tweets qui voilà. Faisant suite aux démarches du VPM Liaou auprès de l'UGF sur une mission de contrôle autour du fichier des payes des agents de l'État, l'édit audit livre ses conclusions. Le Trésor public subit un manque à gagner mensuel de 74 millions de dollars américains avec la paye des faux agents. Bravo au VPM, bravo au VPM Jean-Pierre Liaou, mais aussi à l'IGF. Alors, Isako, votre réaction? Ok, il faut d'abord dire que l'identification biométrique, à mon avis, ça n'a pas produit des résultats. Ça n'a pas produit des résultats parce que ces systèmes aussi forts
mise en place, qui s'est enracinée depuis le régime Kabila, a réussi à contourner tous les paramètres qu'avait mis en place le VPM Liaou pour pouvoir dénicher... D'où l'approche de l'UGF. Pour pouvoir dénicher ceux qui, en tout cas, mettaient à mal les systèmes financiers de la RDC. D'où il avait estimé qu'il fallait travailler en harmonie, en accord avec l'IGF pour pouvoir mettre fin à ces systèmes. Voilà ce que ça a donné comme résultat. Moi, je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas que tu sois un Congolais consciencieux, tu veux du développement de ton pays, mais tu acceptes de te faire payer 4 fois. Tu es payé sur la liste, c'est un exemple. Tu es payé sur la liste de la PNC. Tu es payé sur la liste des enseignants, tes copains. Tu es payé sur la liste du ministère de l'Environnement, par exemple. Mais aussi, tu es payé sur la liste de l'armée FARDC. Je ne m'explique pas. Ça vient d'où ça? Ça, c'est la sorcellerie. Oui. Ça, c'est la sorcellerie. Un Congolais qui aime son pays ne peut pas faire ça. Mais nous comprenons que ça a été érigé en système de gestion. C'est comme ça que notre pays a été dirigé. Il nous a fallu 4 ans pour qu'on les comprenne. Il nous a fallu 4 ans pour qu'on mette à nu cette façon de faire qui a été érigée en système il y a 18 ans par Kabila et ses collaborateurs. Moi, je ne conçois pas qu'un pays puisse perdre plus de 70 millions, 74 millions. Avec 74 millions. Et si vous multipliez par 12, mais ça va au-delà. Ça va au-delà. Plus de 700 millions de dollars, près d'un milliard. Que le pays perd comme ça, parce qu'il y a des citoyens qui se font payer 3, 4, 5 fois. Sans pitié. Au moment où il y a d'autres Congolais qui n'ont pas d'emploi. Au moment où le chef de l'État, peut-être il ne dort pas. Il s'est dit, mais comment je veux payer les enseignants, c'est déjà la fin du mois. Comment on va faire face à cette situation de guerre? Il n'y a pas l'argent. Comment? Mais toi, tu te fais payer 5 fois, je vais dire. Et tu dis que tu aimes le Congo. Et tu vas dire que, mais toi, il y a dollar et Mati, tu sais que tu dois partir. Mais si nous étions en Russie, ces gens, on allait les pendre à la place publique. Ils sont des criminels économiques. Ce sont des criminels. En fait, nous devons les traiter comme nous sommes en train de traiter aujourd'hui les M23. Comme nous traitons aujourd'hui Paul Kagame. Ce sont les bourreaux de la nation. Ils sont nos bourreaux. Ils sont les bourreaux des Congolais. Ces agents de l'État. Ces agents du ministère des budgets. Parce qu'ils sont dans les coups. Ouais. Ils sont dans les coups. Surtout le ministère du budget. Tout s'organise à partir de là. La direction des pays. Ils sont dans les coups. Et donc, moi, j'en reviens pas. C'est matricule fictif. Tu es chez toi, tu crées un faux matricule. Parce qu'on doit te payer. Parce que tu as l'opportunité, tu as un trou pour pouvoir glisser un nom. Ah oui. Et c'est comme ça que nous, Congolais, nous voulons évoluer. Et après, on dira non. Écoutez, Jules Linguet, il ne fait pas du bon travail. Il doit partir. Liaou, il ne fait pas du bon travail. Il doit partir. Les Congolais n'aiment pas ceux qui viennent pour révolutionner les choses. Ouais. Nous, Congolais, nous n'aimons pas ceux qui viennent pour réformer les choses. Vous verrez, nous reviendrons sur ces plateaux. Les combats vont commencer. Et peut-être que les combats ont déjà commencé. On va commencer à dire à Tshisekedi, mais attention avec ces ministres-là, il a des ambitions, il veut faire ça. Mais attention avec Jules Linguet, il a des ambitions, il veut faire ça. Les combats ont commencé. Parce que nous, Congolais, on ne veut pas de ceux qui viennent révolutionner et changer des choses. Oui. C'est ça le problème des Congolais. Moi, je pense que c'est ça même les débuts du bon développement. C'est ça les débuts du développement. La maîtrise de la masse salariale. Nous devons maîtriser. Il nous faut combien
pour payer tous les fonctionnaires, payer tous celui qui travaille dans notre pays, en RDC. Mais avec ces Il faut combien? Le gouvernement doit débourser combien? Avec ces à la fin enquêtes, du mois. l'État va canaliser ses recettes. Absolument. Et avoir les moyens de payer ceux qui doivent être payés. Absolument. L'État va canaliser les recettes, mais aussi au-delà du fait qu'il va canaliser les recettes, il va aussi créer des emplois pour d'autres chômeurs. Et ça va nous aider à diminuer, tant soit peu, les taux de chômage dans notre pays. Et mettre aussi à la retraite au moment ceux où qui doivent partir à la retraite. Voilà, quand on met à la retraite, ceux qui doivent aller à la retraite, ça veut dire qu'il y a une nouvelle génération qui est remplacée. Et avec l'argent qui reste, on va créer d'autres emplois. Donc, le pays va avancer. Nous allons aller tout droit vers l'émergence. Nous allons aller tout droit vers le développement. Si, pour ces agents du ministère du Budget qui touchaient 4 salaires, s'il reste avec son 7 salaires, ça veut dire que les 3 salaires qu'on prend, que l'État récupère, il va devoir payer 3 Congolais qui chômaient à la maison. 3 Congolais qui seront recrutés. Vous voyez l'impact sur le plan social? Vous voyez ce que ça donne? C'est ça la gestion de Félix Tshisekedi. C'est ça la gestion d'un Congo debout. C'est ça le vrai sens d'être du bon côté de l'histoire. Très bien. Il faudra à un moment donné de l'histoire changer l'évolution des choses, changer les donnes. Voilà. Un mal communément répandu pour certains devient une règle. Mais il y a une personne qui paye les prix. Mon frère l'a dit, que les combats vont commencer. Aujourd'hui, Gilles Alenguet est visé. Je l'ai dit, par beaucoup de gens, les malfrats, qui se dilapidaient l'argent de la République, qui se construisaient les maisons dans des coins de la République, qui prenaient l'argent comme s'ils puisaient de l'eau dans une rivière. Ces gens-là ont devant eux une nouvelle énergie, une politique qui accompagne le chef de l'État moulé dans une personne, Gilles Alenguet. Et je dis au peuple congolais que cette personne travaille pour la mission du chef de l'État. Le chef lui-même l'avait dit à un moment que le Congo doit revenir sur le rail. Mais pour qu'il revienne, nous devons déboulonner le système. Les péchés et les dangers de cette république s'appellent Joseph Kabila. Les gens doivent le retenir. Et s'il y a des intellectuels qui sont dans les rues, c'est de leur droit constitutionnel, dire que Joseph Kabila, il faut qu'ils s'interrogent et qu'ils regardent leurs enfants. Kabila nous a détruits. Alors aujourd'hui, quand il y a une personne qui accompagne une autre, pourquoi vous autres, vous ne vous dressez pas derrière cette personne qui accompagne le chef de l'État pour que nos finances soient retracées? Qu'on sache au moins, nous avons combien et combien peut aller pour les fonctionnaires. Alors, et j'en appelle à la conscience d'autres ministres. Jean-Pierre Liaou, regardez, c'est une démarche patriotique, une démarche d'un homme d'État. Il dit que ça ne va pas. Parce que le Congo... Depuis le début, il a toujours dit déplorer les doublons, les cumulards, ceux qui ont les matricules d'emprunt. Et à la fin, il a fait appel à l'IGF pour que l'IGF puisse faire un travail de terrain. Il dit, Jean-Pierre Liaou regarde et dit le Congo est agressé. Nous avons besoin d'argent pour les efforts de guerre. Il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui doivent payer. Mais pourquoi toi tu dois avoir 3 matricules et 4 matricules? Donc, M. Gilles Alenguet, comme vous êtes une institution habilitée et technique spécialisée, venez nous aider. Quel est le péché de Liaou dedans? Donc, je vais dire que le Congolais doit au moins, à un certain moment, être du côté des innovateurs. Mon frère l'a dit. Quand il y a quelqu'un qui innove pour le bien-être de la République, vous devez l'accompagner. Le président Tshisekedi a dit diriger ce Congo plus de 10 ans. C'est vraiment un casse-tête. C'est pourquoi? Parce que... C'est à cause de pareilles choses, de comportement des antivaleurs. Voilà. Gilles Alenguet accompagne le chef de l'État. Jean-Pierre Liaou, par l'acte qu'il a posé, il accompagne le chef de l'État et la vision de la République. Ce que nous disons, c'est que ces derniers, d'autres personnes, doivent accompagner. Doivent emboîter les pas. Je félicite aussi Liaou parce que j'ai appris... La semaine dernière, il a suspendu 2 secrétaires généraux, celui de la décentralisation. Pour avoir recruté frauduleusement les nouvelles unités. Voilà, les nouvelles unités. Mais j'apprends aussi, c'est à vérifier,
qu'il suspend les secrétaires généraux, mais d'autre part, il reçoit aussi les recommandations de certaines autorités. J'ai dit bien à vérifier, mais je l'ai appris des sources dignes des fois, qu'il reçoit aussi des recommandations des différentes autorités. Ben voilà, je t'envoie mon EV, je t'envoie tel. Il essaie aussi d'engager, alors que de l'autre côté... Il faut faire attention avec les suppositions. Un moment, s'il vous plaît. Allez-y, je vais apporter... Je suis sûr de ce que j'ai dit. Je ne le dis pas au hasard. Allez-y. Je suis sûr de ce que j'ai dit. Ben, il essaie de recevoir les coups de téléphone comme ça. Et puis, il rend service. Alors que ce que lui refuse que les autres puissent faire, c'est ce que lui fait parce qu'il est autorité, parce que c'est lui la signature. Et donc, nous allons creuser davantage. Il faut avoir des éléments. J'ai dit, nous allons creuser davantage pour pouvoir bien parler sur cette question. J'étais dans une salle, moi, au Fleuve Congo Hôtel, lors de la clôture d'une session spéciale de l'ENAF, si je ne m'abuse pas. L'ENA ou l'ENAF? L'ENA. Alors, le chef de l'État a fait son discours. Avant le chef de l'État, c'est Marcel Liaou qui a fait son discours. Jean-Pierre, excusez-moi. Marcel, c'est le père. Je suis trop nostalgique. Et donc, il a fait un discours relevant ces faits. Je suis d'accord avec vous. Je ne voulais pas vous contredire. Devant le chef de l'État et devant la nation, le ministre a levé sa main, il a juré d'accompagner le chef de l'État et il a soulevé dans son discours, si vous l'avez, vous pouvez taper sur Internet, qu'il y aurait des gens qui recommandaient des gens auprès de lui. Je me rappelle. Et le ministre a dit au président de la République et au peuple congolais, fini le temps des recommandations. Et vous êtes sûr qu'il ne les fait pas? Non, mais ça, c'est un discours d'un politique. Mais parce qu'il l'a dit. C'est les discours d'un politique. Il l'a dit. Dans la philosophie du langage, tout est langage, vous êtes communicant. Qu'est-ce que nous, on fait? On croit en ce qu'il dit, mais, qu'à cela ne tienne, vous avez dit qu'il faut creuser. Parce qu'on est en train de creuser, on a déjà compris que la parole, que l'acte concrétisé, la parole, mais il faut aller vraiment... Il peut subir des pressions. À vous attendre parler, il peut subir Je n'ai pas parlé de pression. Oui. Je n'ai pas parlé de pression. J'ai dit des coups de fil qu'il reçoit. Mais il essaie de faire quelque chose un peu comme pour satisfaire à ceux qui appellent. Alors que lui-même a suspendu les CG parce que... il faudra creuser. Ils ont violé, je vais parler de sa circulaire. Il faudra creuser, voilà. Vous avez relevé cela. Des secrétaires généraux ont été suspendus. Il s'agit bien du secrétaire général aux relations avec le Parlement, mais aussi le secrétaire général de la décentralisation. Cette fois-ci, on va parler du budget de la République démocratique du Congo avec le FMI qui revient à la charge pour dire est-ce un vrai budget ou un budget fantaisiste? Suivez cet élément. On n'a pas menti, on n'a jamais menti. Tout est comme prévu. Nicolas Kazadi tente de défendre le supposé budget de 16 milliards de dollars américains. Le ministre des Finances congolais l'a dit au cours du briefing presse organisé lundi 24 avril 2023 par le ministère de la Communication et Médias. Nicolas Kazadi répondait ainsi aux critiques qui s'abattent sur le gouvernement quant à ses dépenses budgétaires de 16 milliards de dollars américains pour l'exercice 2023, considéré pour de nombreuses comme un budget irréaliste. Selon lui, les montants de 16 milliards de dollars n'avait jamais été révisité et demeure ainsi jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire. En lui d'enchérir, on n'a jamais menti, tout est comme prévu. Il a par ailleurs dénoncé la manipulation de l'opinion sans citer les auteurs de celle-ci. Ce qui s'évertue à cette pratique dans les médias bien connus, les font exprès parce que connaissant la vérité, ils cherchent seulement à manipuler l'opinion pour des raisons politiques, en basant sur le mensonge, a-t-il ajouté, et tout en accusant également ceux qui critiquent le gouvernement d'avoir une mauvaise foi. Pour ceux qui ne le savent pas, le budget est constitué des recettes internes propres, de recettes annexes provenant notamment de la parafiscalité des recettes extérieures, des appuis budgétaires donc, ce qui mène la campagne de dénigrement des fonds par mauvaise foi. C'est pourquoi le politicien qui veut exploiter l'ignorance de la majorité de compatriotes pour manipuler le chiffre n'aime pas le pays, a-t-il lâché.
À lui de préciser, contrairement à ce qu'on rend compte, en janvier 2023, on a réalisé 105% du taux d'exécution en février, 99% en mars, 88% et la moyenne du premier trimestre est de 94% comparé à l'année passée. Les recettes réalisées au premier trimestre 2023 dénotent de 16 milliards de francs congolais et des croissances. Fierté Dinanga, votre réaction après cet élément, budget fantaisiste au budget réel, 16 milliards de dollars pour l'année 2023. Merci beaucoup de la question. Je crois que beaucoup de pays du monde ne veulent pas de l'ingérence dans les histoires internes de la République. Il y a des communications des institutions internationales qui font partie d'une politique incitative pour pouvoir tirer des ficelles de gauche à droite. Je vais ici vous démontrer, noir sur blanc, que le budget de 16 milliards est d'abord réel. Mais c'est un budget insignifiant pour la République démocratique du Congo. Combien est-ce que nous produisons ici? Nous avons des minerais qui se créent même demain. Même hier, même demain. C'est-à-dire que nous avons des minerais... Mais il faut exploiter ces minerais pour avoir les moyens. Nous sommes une nation extrêmement riche. Je te donne un exemple. La ville de France a plus de 40 milliards de la ville de France. Un budget de plus de 40 quelques. Seulement la ville. Mais qu'est-ce qu'elle produit à part des taxes et des trains qui passent de gauche à droite? Mais nous sommes une nation qui se veut indépendante. Si nos experts, nous avons de bonnes formations ici, nos experts constatent et mobilisent un budget et les disent qu'en prévision, ce budget est réalisable. Et une autre institution qui veut des positionnements d'ordre des relations bilatérales se met pour dire ce budget est fantaisiste. Qu'est-ce que cette institution tire comme ficelle? Donc, ici, mon frère a dit un élément très important. C'est le dénigrement sur le plan politique? C'est un dénigrement et c'est une communication diplomatique qui affaiblit les faibles esprits. Or que notre République a rencontré un président qui n'est pas vraiment malléable. Notre président n'est pas du tout fragile. Donc ça veut dire qu'il est en train... La question qu'on se pose, oui, 16 milliards, mais est-ce qu'on ressent ces 16 milliards dans l'opinion publique? Très bien, je vais vous expliquer, monsieur le journaliste. Au moins, ceux qui nous suivent peuvent comprendre une réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Le Congo a une dimension continentale. Au-delà de cette dimension continentale, parce que vous voulez le ressenti de ces 16 milliards, je vous explique que nous avons été agressés dans ce pays. Les efforts nous les sommes. Les efforts de guerre coûtent énormément cher. Vous voulez que lorsque le président de la République envoie la technicité militaire acheter un avion, qu'on vienne vous dire qu'on a acheté des matériels de guerre? Les pays du monde vont en aide à l'Ukraine. Voilà. Lorsque vous voulez les ressentis, ou que les chefs de l'État travaillent, un travail axé sur le résultat. Les ressentis, je vous explique en termes clairs. Les PST, ok? Toilettes, les fichiers des engins. Les PST met une prime de la bourse. Les PST met une prime d'encadrement. Les PST met les engins en retraite avec plus de 3 000 $ d'argent, les frigos et autres. Les PST contrôlent les engins pour une prime pérenne après la mise en retraite. Tout ça, c'est dans quel budget? Du champ, dans le budget de la République. Les veuves militaires. Papa, attention, n'énervez pas des esprits. Les veuves militaires que Kabila a laissé à 23 000 francs. Vérifiez, 36 000 francs. Aujourd'hui, ces veuves sont à 200 quelques mille francs. C'est avec quel budget? C'est avec quel budget? Répondez-moi. La construction des écoles, des hôtels, des écoles, des hôpitaux plutôt militaires, avec du matériel de dernière grille. C'est avec quel argent? Le lancement des travaux de 145 territoires qui s'exécutent partout où vous passez. Dans l'Équateur, ils n'ont jamais eu de macadam ni du courant. Aujourd'hui, ils en ont. C'est avec quel argent, monsieur le journaliste? Donc, à un certain moment de la vie, nous devons être cohérents et responsables avec nous-mêmes. Et si nous cédons à la crise de notre opposition inexistante pour pouvoir donner de l'empoisonnement
communicationnel aux gens. Nous autres qui sommes rationnels et réalistes, nous disons, Tshisekedi ne sort pas l'argent de ses poches pour les 55 territoires, ni pour les veuves militaires, ni pour augmenter l'enveloppe de la paie des militaires, l'enveloppe de la paie des enseignants, des médecins, chose qui est réelle. Vous êtes journaliste d'investigation. Des fonctionnaires. Alors, des fonctionnaires. Mais vous nous dites que le budget est inexistant, mais le ressenti, c'est quand on appelle, lorsque vous êtes payé, vous avez le pouvoir d'achat. Ok? Vous pouvez aller acheter et vos familles ressentent. Tshisekedi ne doit pas distribuer l'argent dans la rue pour que le Congolais dise que nous avons ressenti les sociales. Merci. Issako, vous avez la même question. En fait, le Fonds monétaire international, FMI. FMI, moi je vais aborder cette question sur... en fait, je vais prendre l'aspect politique. Parce que je vois de la politique dedans. Je vois de la politique dedans. Ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on sort. C'est de la politique. On veut simplement manipuler les esprits. Manipuler pourquoi? Faibles. Pourquoi? L'opinion faible. Orienter l'opinion. Dans quel but? Oui, mais c'est dans les buts de faire comprendre à l'opinion que Tshisekedi n'est pas capable de faire quelque chose. Prenez votre pays, donnez-le à quelqu'un qui peut bien vous diriger que Tshisekedi. C'est ça, le vrai sens du message. Parce que je me demande, les experts du FMI, à leur niveau, qui savent qu'au premier trimestre 2023, la RDC a connu une croissance de plus de 16 milliards de francs congolais, comparativement au premier trimestre 2022. Il y a une différence. Et donc, quand ils doivent comparer les budgets 2022 au budget 2023, dire que le budget 2023 ne tient pas. Cependant, déjà au premier trimestre, on a connu une croissance de plus de 16 milliards. Ça veut dire qu'il y a l'aspect politique dedans. C'est simple à comprendre. Il y a l'aspect politique dedans. C'est simple à comprendre. On ne va pas rester là. On va cette fois-ci aborder l'actualité avec l'Union Sacrée qui a fait sa sortie officielle au stade de Martyrs. Carton plein? Bon, je pense que les images parlent. Si on pouvait nous aider avec les images, ça aurait été mieux. Il n'y a pas à dire. On peut avoir ces images dans l'illustration? Voilà. Il n'y a pas à dire. On a débuté cette émission en retard parce que la ville est paralysée. Les embouteillages. La ville est paralysée. Le stade des Martyrs a refoulé du monde. L'explanade a refoulé du monde. J'ai, en tout cas en venant, rencontré les militants de l'Union Sacrée jusqu'au niveau du pont Kaby. L'embouteillage humain. Il y a mis tout côté, il y a bateau. L'embouteillage humain. Je peux parler des embouteillages humains. Marée humaine. Et donc, côté mobilisation, il n'y a pas à dire. L'Union Sacrée a réussi. Le plus essentiel, c'était les messages. C'était quoi? Le plus essentiel, c'était quoi? C'était quoi? Prouver que l'Union Sacrée peut mobiliser. Les leaders de l'Union Sacrée. Tous les partis politiques de l'Union Sacrée. Je vais ici parler du président. Parce que ce sont eux qui représentent l'Union Sacrée. Jean-Pierre Bemba. Augustin Kabouya. Vital Kamerhe. Christophe Mbosso, le Premier ministre, et le président du Sénat, Bahati Lukwebo, au nom de leurs militants et cadres, réitérer leur soutien et confiance au chef de l'État, qui est leur candidat à la présidentielle de 2023. La rencontre de ces jours, qui s'est par ailleurs tournée à une véritable démonstration de force, montre au public, ces messages lancés au public pour dire que Tshisekedi est prêt pour les élections de 2023. Ils disent à l'opposition, préparez-vous. Et nous allons aller à l'intérieur pour voir qui vous
c'est déjà bloqué avec Caméré, Bat et les autres. Alors, Kassai, il y a des Équateur gens qui et me disent, les autres. c'est pourquoi les choix. Donc, si nous allons, si nous allons dans cet aspect géographique, nous verrons que même pas Moïse Katumbi, même pas Martin Fayoul, aucun candidat, pour être bref, de l'opposition ne fera face à Tshisekedi. Parce que les 4 coins cardinaux de la RDC sont représentés au sommet de l'Union sacrée. C'est bloqué. Allez, on va accorder la parole. Je vais te donner notre son de cloche. Merci beaucoup de cette question qui est très pendante. Je crois que Félix Tshisekedi est notre alma mater. Et le Congo est notre bien. Moi, je suis tenté de vous poser cette question. Est-ce que c'était important de faire les stades avec l'Union sacrée, quand on sait que l'UDPS pouvait remplir seul le stade d'abord, avant que les autres viennent? Non, même pas. En 30 secondes. Par contre, moi j'étais au stade. Malheureusement, je n'ai pas eu accès. Parce que bon, je me suis fait capturer les jeudis. Vous n'avez pas eu votre carte? J'ai pas eu le macaron parce que l'organisation n'avait pas été au point avec l'agence des Jésus Noël. L'organisation en tout cas n'avait pas été au point. Les journalistes n'ont pas été bien servis. Mais j'étais quand même au stade. J'ai pas vu l'UDPS mobilisé comme ça a été le cas il y a plusieurs années. Voilà. Pourquoi l'UDPS n'a pas mobilisé? J'ai par contre vu l'AFDC, j'ai vu le parti d'Embosso, j'ai vu le parti du ministre des Pêches et l'Élevage, les BEPEC d'Adrien Boukele, j'ai vu l'ACP de Gentini Ngobila, j'ai vu un peu d'autres partis. Pourquoi l'UDPS n'a pas mobilisé pour que les stades soient pleins jusqu'à craquer? Mais l'UDPS, en tout cas, je n'ai pas senti l'UDPS que nous avons connu. Merci beaucoup pour cette touche. J'allais en arriver, mais je donne un autre son de cloche quant à cette question qui est pertinente. Je disais ici que Tshisekedi Félix Antoine est notre alma mater et que le Congo est notre bien commun. Ce Congo, nous le conduisons plutôt par notre volonté de vivre ensemble. Ce qui s'est passé au Stade des Martyrs, je vais analyser en toute rationalité. Il y a un problème de repositionnement politique des individus et un problème de réaffirmation du soutien et un problème de la création de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Les politiques congolais sont très rusés, très rusés. Avant d'y arriver, l'UDPS n'a pas mobilisé comme avant. Pourquoi? Parce que, j'ai dit au chef de l'État, j'étais toujours clair. Il y a l'ambiguïté dans la gestion de l'UDPS. Que si nous, dès l'UDPS, nous ne nous levons pas pour que notre parti reprenne vie, le parti va disparaître. Je l'ai dit, j'assume mes mots. Absolument. La gestion de l'UDPS par l'actuel secrétaire général, c'est une gestion erronée. J'ai dit au chef de l'État qu'il nous entende. Comment voudriez-vous dans ce microcosme de sommité, Vital Kamerhe, Bemba et les autres, mettre Kabouya dedans? Où aujourd'hui, la voix, il n'est pas une voix prépondérante parce qu'il n'a rien à donner. Et qu'aujourd'hui, ces gens s'effrayent les chemins. J'explique à ceux qui nous suivent et au chef de l'État surtout. Parce que moi, je n'ai problème avec qui que ce soit, je soutiens les chefs de l'État. Allez vite parce qu'on est presque à la fin. Regarde ce qui se passe. Les gens auront, ces gens qui entourent les chefs de l'État aujourd'hui, qui se veulent de l'Union sacrée, qui ont été kabylistes, qui sont venus croyant que l'Union sacrée est le purgatoire, pour qu'on lave leurs péchés. Ils se positionnent pour dire au chef de l'État, nous t'accompagnons, nous t'avons donné l'Est, nous t'avons donné l'Ouest, nous t'avons donné Katanga et tout et tout. Et lorsque nous allons passer au deuxième mandat, l'UDPS disparaît. Ces gens-là viendront dire au chef de l'État, quand tu avais besoin de nous, nous t'avons accompagné. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de respirer. Et si l'UDPS n'a pas travaillé pour pouvoir contourner cette réalité, ça sera malheureux. Et nous allons, nous autres qui accompagnons les chefs de l'État rationnellement, je ne suis pas derrière qui que ce soit pour porter son sac. Quelques fois que j'ai vu Augustin Kabouya, je lui ai dit des vérités. Donc, le chef de l'État a besoin de nous, il a besoin du peuple congolais. Il a besoin de son UDPS. Mais pour que son UDPS
puisse marcher et revivre, il faut qu'il y ait des esprits qui se lèvent, qui s'imposent. Il y a une dimension scientifique qui rentre en jeu, il y a une dimension diplomatique et une dimension politique. Alors, j'ai vu les pionniers de l'IDPS être reçus par le président de la République, mais aussi par le VPM de la fonction publique, dans leur dire ils voudront bien réunifier l'UDPS. Cette démarche, vous pensez que c'est salvatrice? Cette approche est magistrale. Je l'ai dit et je persiste, je dis au chef de l'État. Dans la famille des personnes les plus normaux du monde, il y a toujours mésentente que l'aîné aurait fait quoi que ce soit qui n'a pas plu au cadet, et les gens, il y a discordance, à un certain moment, ils se réunissent. Mais si l'UDPS doit être fort, nous devons enterrer l'âge de guerre, prendre toutes les personnes qui sont parties, peut-être pour les raisons politiciennes, mais qui sont connues de l'UDPS, les amener sur la table de discussion, mettre des projections pour redynamiser le parti. Est-ce que ce n'est pas tard, vu que nous sommes dans une année électorale? Non, ce n'est pas tard. Je sais qu'avec l'UDPS ou sans l'UDPS, Félix Tshisekedi, au regard de son apport pour cette République, sera réélu massivement et individuellement. Tshisekedi est le don que le Congo avait besoin. Mais si nous ne l'accompagnons pas, je dis toujours que je ne ferai pas de ceux qui regretteront Félix Tshisekedi. La vie en soi est une suite de tentatives qui se soldent par des échecs, mais quelquefois aussi par de réussites. Mais les réussites sont émanées par la volonté des âmes qui veulent un avenir. Donc l'UDPS, s'ils me comprennent, si notre secrétaire général suit cette émission, il doit comprendre que sa gestion rentre dans l'échec parce qu'il y a le go surdimensionnel qui ne veut pas voir les réalités politiciennes. Nous devons accompagner Félix Tshisekedi pour l'avenir de la République parce que tout acte que pose le chef de l'État, il le pose pour le devenir, mon cher ami. Merci. Pour le devenir du Congo. Merci beaucoup. On va chuter par là. 30 secondes. Oui. Voilà, et donc, il est aujourd'hui clairement établi que le chef de l'État ne compte pas sur l'UDPS pour remplir pour son deuxième mandat. Il compte sur l'union sacrée. Sur l'union sacrée, c'est pourquoi il faut voir ce qu'il fait avec l'union sacrée. Mais moi, j'aimerais revenir sur cette question de l'étude du fichier électoral avec l'OIF, parce que c'est dans quelques jours. À partir du 6 mai, l'OIF va auditer notre fichier électoral. Mais qui viendront auditer notre fichier électoral? La délégation choisie par Mushikiwabo, qui a marqué de dénoncer et de condamner son pays qui agresse la RDC. Alors qu'ils sont en train de nous déstabiliser sur le plan sécuritaire, ils veulent refuser l'arrivée de cette délégation. J'y arrive. Ils veulent nous déstabiliser aussi sur le plan démocratique. Il y a un complot ainsi déjà mis en place. Refuser ou pas cette délégation, moi je pense que ce n'est plus le moment, mais nous devons à ce stade doubler de vigilance. Ils ne doivent pas nous imposer les choses. Jamais. Ils ne doivent pas imposer les choses à nos partis politiques, opposition comme majorité. Parce qu'il s'agit de la souveraineté nationale de la RDC. S'ils réussissent à nous diviser, nous Congolais, parce que le fichier électoral, ils vont peut-être arriver à leur conclusion qu'ils vont amener en poche pour nous dire qu'il est corrompu, il est. Mais c'est notre pays que nous allons perdre. Voilà. Il n'y a pas de politique sans terrain. Le terrain, c'est la République démocratique du Congo. Voilà. Lorsque nous perdons les terrains, nous ne ferons pas la politique. Merci. Et donc, à ce stade, nous devons être vigilants. N'oublions pas que Kagame l'avait dit lors de son discours devant son Parlement, pas au Bénin, devant son Parlement, il avait dit que Tshisekedi était en train de tout faire pour qu'il ne puisse pas organiser les élections dans son pays. Pourquoi Kagame l'avait dit? Ça veut dire qu'il avait un plan derrière la tête. Le plan derrière sa tête, c'est utiliser l'OIF pour qu'il puisse diviser les Congolais. Parce qu'il sait que lorsqu'on parle politique à RDC, les Congolais sont toujours divisés. Congolais, ouvrons l'œil et les bons sur cette question de l'audit du fichier électoral, que l'OIF ne vienne pas nous manipuler. Pas des divisions de la sinon le pays sera brûlé. Sans la patrie, nous devenons des apatrides. Donc nous devons veiller, c'est le mot de Simeon Isako qui semble bien être informé par rapport à beaucoup de dossiers, surtout en rapport avec l'arrivée de l'OIF
qui doit auditer les fichiers électoraux de la République démocratique du Congo, mais cette institution est dirigée par une Rwandaise. D'où on se pose des questions sur la neutralité de la délégation qui sera diligentée en République démocratique du Congo. Congolais de l'opposition, Congolais de la majorité présidentielle, est-ce que nous devons écouter les sonnettes d'alarme de l'OIF ou penser à trouver des solutions à la congolaise? La question reste pendante. Et merci à vous. Merci à Fierté Dinanga qui était avec moi sur ce plateau. Fierté Dinanga a réellement respecté, a fait la fierté de son nom. Fierté Dinanga, merci beaucoup. Merci. Les bonnes personnes s'émeurent. Le monde s'émeurt quand les bonnes personnes se taisent. Merci beaucoup. Voilà. Simon Isako, merci. Encore une fois, merci. Merci. Mesdames et à la messieurs, prochaine. À la prochaine. Mesdames et messieurs, je vous dis au revoir. Restez branchés sur votre chaîne. À bientôt.